Nous passons maintenant à la Lituanie avec Laima Laukaitė. Laima Laukaitė, qui est donc chercheure et directrice du département d'histoire de l'art à l'Institut de recherche pour la culture lituanienne de Vilnius. Laima Laukaitė a été formée à l'Institut d'art de Vilnius ainsi qu'à l'Université de Moscou et au Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Munich. D'une certaine manière, elle est encore aujourd'hui l'illustration de ces formations internationales des personnalités baltes. Elle a énormément publié, notamment sur l'art du début du XXe siècle en Lituanie, et elle s'intéresse en particulier aux caractéristiques multiculturelles de la vie artistique à Vilnius. Son ouvrage L'art à Vilnius 1900-1915, qui a été publié en anglais, d'abord en lituanien en 2002 et puis en anglais en 2008, est une référence, et personnellement, je l'ai beaucoup utilisé pour la préparation de cette exposition. Donc, nous écoutons Laima Laukaitė dans Les paradoxes du romantisme national lituanien. Merci beaucoup. Bonjour, Madame et Monsieur. Bonjour. Dans mon intervention, je présenterai une autre face de l'art lituanien différente de celle montrée dans l'exposition. Je vais parler de l'art romantique national lituanien du début du XXe siècle et de sa problématique. Alors, mon intervention sera un peu provocatrice, car il s'agira de savoir à quel point cet art peut être considéré comme national et comme romantique. Le romantisme national s'est particulièrement développé dans l'art des pays de l'Europe centrale, orientale et septentrionale, qui étaient victimes de l'oppression politique et culturelle. En Lituanie, le romantisme national commence dans les années 20 du XIXe siècle et se poursuit pendant de longues décennies. Et son développement s'accentue surtout après la révolution russe de 1905. La révolution entraîne un processus de libéralisation. Le tsar Nicolas II publie un manifeste instaurant la liberté de parole, d'association, y compris d'associations culturelles. Le mouvement culturel lituanien, jusque-là illégal, a été légalisé. Et désormais, les journaux peuvent être publiés en lituanien, des associations culturelles secrètes, des soirées de culture lituanienne sont organisées. Depuis 1906 jusqu'à la Première Guerre mondiale, chaque année, les premières expositions d'art lituanien sont organisées à Vilnius et les participants de ces expositions sont de jeunes artistes diplômés d'écoles d'art de Russie et de pays occidentaux, car il faut savoir que l'université de Vilnius et le département d'art étaient fermés par le tsar en 1831. Donc, les jeunes devaient faire leurs études ailleurs. Les œuvres exposées étaient très émotionnelles. Elles glorifiaient le passé de la nation et la culture paysanne. Et donc le folklore, les contes, les chansons étaient la principale source d'inspiration. Les œuvres représentaient le paysage local et la typologie populaire. Le romantisme national dans l'art lituanien est un phénomène évident. Et les œuvres montrées dans l'exposition sont créées par Kalpokas, Čiurlionis, Žmuidzinavičius, Ruščys, Vivulskis. Ces œuvres sont conservées dans les musées lituaniens et donc est la confirmation de ce phénomène. Néanmoins, si nous regardions de plus près l'historiographie de l'art polonais, de la même époque, nous pourrions constater que le romantisme national polonais est représenté par les artistes dont les œuvres sont exposées ici. Par exemple, Vivulskis, Ruščys.
Et les œuvres de Ruščice, qualifiées de patrimoine prestigieux, sont exposées à la fois au Musée national de Varsovie et à la Galerie d'art national à Vilnius. Alors, Ruščice, de quelle nationalité est-il? Polonaise ou lituanienne? Le même artiste peut-il représenter le romantisme de pays et de nations différentes? Comment cela est-il arrivé et pour quelles raisons? L'identité nationale des artistes de l'Europe de l'Est, l'identité nationale de leur œuvre à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, était un phénomène très complexe nécessitant une analyse approfondie. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Le Grand-Duché de Lituanie s'est formé au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, il occupait les territoires de l'actuelle Lituanie, Biélorussie, Ukraine et Russie. En 1569, elle conclut une union avec le royaume de Pologne pour former un seul État, la République des deux nations. Les nobles du Grand-Duché de Lituanie se considéraient comme lituaniens, mais ils estimaient que la culture et la langue polonaise étaient plus développées. Ils se disaient donc qu'il était gente Lituania, natione Polonus. À la fin du XVIIIe siècle, suite au partage de la République des deux nations par la Prusse, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, la Lituanie est prise par la Russie et les Lituaniens veulent rétablir leur indépendance. L'idéologie du romantisme national demeure d'actualité. Cependant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'émergence de différentes classes sociales, le mouvement national se divise. La classe supérieure veut conserver la mentalité du Grand-Duché. Pour elle, la langue et la culture polonaise et lituanienne sont inséparables les unes des autres. En même temps, se forme la nouvelle intelligentsia, les intellectuels issus de paysans. Ils refusent catégoriquement toute relation avec les Polonais et leur culture et estiment que la langue lituanienne est le principal critère de l'identité nationale. Donc, le mouvement national se divise pour former deux branches, anciens lituaniens et nouveaux lituaniens. Et leurs relations au début du XIXe siècle sont très tendues et la division définitive a lieu après la Première Guerre mondiale avec la création de nouveaux États modernes, la Pologne et la Lituanie. Les soi-disant anciens lituaniens passent du côté de la Pologne et les nouveaux du côté de la Lituanie. Ce processus se reflète dans les processus artistiques et dans les choix de l'identité par les artistes, dont l'exemple le plus marquant est Ferdinand Ruščice. Il est né dans la partie biélorusse du Grand-Duché de Lituanie, dans une famille de nobles, mais il se considère comme lituanien pour qui la langue et culture lituanienne et polonaise sont liées entre elles. Ruščice a étudié à l'Académie des beaux-arts de Pétersbourg, a vécu en Cracovie, à Varsovie, a participé au mouvement polonais Sztuka. Et c'est là qu'il a peint ses principales œuvres, Nek Megitur, le passé exposé dans cette exposition et d'autres. Ces paysages symbolisent la grandeur du pays et du passé du pays. La perte de l'indépendance est représentée à l'aide de visions symboliques. Par exemple, un navire dans la mer agitée en pleine nuit, ruines de châteaux, palais couverts de neige, et ainsi de suite. En 1908, Ruščice s'installe à Vilnius, où il se consacre au développement culturel et artistique de la ville, est rédacteur d'une revue, fait des décorations pour des spectacles. En 1915, il offre son œuvre, Nek Megitur, au musée de l'association
des Amis de la science de Vilnius. Il faut noter qu'en même temps, le mouvement national de nouveaux Lituaniens se développe à Vilnius. En 1907, il fonde l'association lituanienne d'art qui organise chaque année des expositions. Et là, nous pouvons voir des photos de cette exposition. Et parmi les peintres qui ont présenté leurs œuvres dans ces expositions étaient Čiurlionis, Kalpokas et d'autres. Ruščić ne participe pas à ces expositions, il s'écarte du mouvement national lituanien. Après la Première Guerre mondiale, deux nouveaux États nationaux, la Pologne et la Lituanie, se forment et les deux concourent pour Vilnius. Le conflit se termine par l'occupation de Vilnius par la Pologne. Et aujourd'hui, Ruščić est considéré comme grand classique du romantisme national polonais, parce qu'il a vécu à Vilnius. Ruščić est aussi considéré comme peintre polonais par les historiens d'art de l'entre-deux-guerres et de l'époque soviétique. Cependant, la fin du XXe siècle est marquée par un nouveau regard vers l'histoire et le patrimoine. Et donc, les œuvres de ces anciens Lituaniens sont incorporées dans le patrimoine artistique lituanien. De cette façon, l'œuvre de Ruščić fait partie du romantisme national des deux nations, lituanienne et polonaise. Il convient de noter qu'aujourd'hui, les historiens de l'art soulignent qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la scène artistique de Vilnius était multiculturelle, multinationale. Des artistes de différentes nationalités y travaillaient, lituaniens, polonais, russes, juifs. Alors le paysage était très divers. Et aux côtés de cette association lituanienne d'art, il y avait une association multinationale qui existait, qui organisait des expositions. Quant au terme du romantisme, la seconde composante de l'expression soulève aussi des questions. Une partie de l'œuvre de peintres lituaniens est marquée par une tendance paradoxale. Leur forme n'est pas romantique, mais plutôt réaliste et rationnelle. Cela s'explique par le fait que les principaux éléments nationaux ne sont pas des légendes, des sujets folkloriques, mais des événements héroïques récents, représentés sous une forme réaliste. Pour le spectateur lituanien de l'époque, ces œuvres réalistes sont des récits symboliques et romantiques. L'exemple le plus marquant est la sculpture de Petras Rimša. Issu d'une famille de riches paysans, au début du XXe siècle, Petras Rimša étudie brièvement chez Antoine Mercier à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ensuite à l'Académie des beaux-arts de Cracovie et à l'École impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Alors, il étudie dans différentes académies. Au début du XXe siècle, il rejoint le mouvement national lituanien et est l'un des membres les plus actifs de l'Association d'art lituanienne. En 1906, il crée une sculpture, École de Lituanie 1863-1905. Et cette sculpture est présentée à la première exposition d'art à Vilnius en 1906 et suscite beaucoup d'attention de la part du public. Cette sculpture est immédiatement achetée par le mécène le plus riche de la Lituanie, M. Petras Vileišis. Et le succès de la sculpture et sa demande sont si grands que Rimša en crée plusieurs versions de petite taille, de grande taille. Il a utilisé différents matériaux. Comment expliquer une telle popularité?
le principal mythe de la création de la Lituanie moderne, notamment la préservation de la langue lituanienne et du système d'écriture à l'époque où la presse lituanienne était interdite. Après l'insurrection de 1863, le gouvernement tsariste interdit l'impression de livres lituaniens en alphabet latin et cette interdiction dure jusqu'en 1905. Mais le résultat, en fait, de l'interdiction n'est pas celui qu'attend le gouvernement tsariste. L'interdiction provoque chez les Lituaniens une forte résistance et encourage la montée en puissance du mouvement national. Les paysans lituaniens n'acceptent pas l'alphabet cyrillique et ils apprennent les enfants à lire les livres en lituanien, les livres qui sont publiés clandestinement en Prusse voisine et transportés illégalement en Lituanie. On dit que plusieurs générations de Lituaniens ont appris à lire à la maison avec leur mère. Ces femmes paysannes apprenaient leurs enfants à lire tout en faisant leurs tâches ménagères pour éviter que les enfants n'aillent à l'école russe. Alors, la sculpture de Rimša représente une femme paysanne enrouée et un enfant avec un livre. C'est un récit symbolique qui signifie la résistance, la conscience nationale, la préservation de l'identité. Il y a d'autres sculptures de Rimša, par exemple le laboureur, ou encore une intitulée Assez de l'oppression. Ces sculptures ont été accueillies avec la même émotion. Il représente donc un homme labourant la terre avec un cheval maigre. Et cette culture est accueillie comme métaphore de la misère, de l'oppression, de l'injustice sociale et ethnique. Le succès de l'œuvre encourage l'artiste à continuer à travailler sur le même sujet. À côté de la forme réaliste, il essaie une forme stylisée de l'art nouveau, développe plusieurs versions de la même scène, est à la recherche d'une expression symbolique du destin de son pays. Il représente tantôt un cheval cabré, tantôt tombé mort. Un autre peintre lituanien, c'est le peintre Žmuidzinavičius, issu d'une famille des paysans. Il a étudié à l'école de dessin de Varsovie, à l'académie de Viti et de Calarossi de Paris. Il a été le président de l'association d'art lituanienne et son tableau, Pendant la nuit, de 1906, représente un homme en pleine nuit, assis au bureau et écrivant sous la lumière de la lampe. C'est un nocturne représentant l'écrivain Jasiukaitis. Et quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, il voit uniquement une scène de la vie quotidienne. Mais pour le spectateur lituanien de l'époque, cette scène réaliste est un récit de l'engagement de la jeune génération d'intellectuels, de leur sacrifice romantique pour la patrie. Parce que la plupart d'entre eux étaient issus des paysans pauvres. Ils faisaient leurs études en Russie ou à l'étranger. Après leur retour en Lituanie, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Mais malgré les difficultés financières, ils étaient voués aux idées de la Renaissance nationale. Même persécutés par la police tsariste, ils passaient des nuits à rédiger des articles pour des journaux clandestins. Un autre tableau, c'est le paysage de Žmuidzinavičius intitulé La tombe de Višinskis, représente aussi
un sacrifice, parce que Povilas Višinskis était un intellectuel lituanien qui est mort très jeune, mais jusqu'à sa mort, il participait activement aux activités culturelles, était écrivain et rédacteur. Et pour les Lituaniens de l'époque, il était un exemple de héros national. Même s'il était enterré dans le plus grand cimetière de Vilnius, le peintre représente sa tombe en pleine nature, dans une sorte de forêt, l'abri mythique de l'âme. On voit des couleurs tristes du coucher du soleil qui signifient la douleur et la perte. Donc, ces œuvres réalistes représentent les héros des temps modernes et suscitent des émotions fortes nationales. Donc, le phénomène du romantisme national lituanien est ambigu et paradoxal. Le paradoxe est d'abord lié à l'identité nationale de l'art, l'appartenance de l'œuvre des mêmes auteurs à l'histoire de l'art lituanien et polonais. Et la différence et l'opposition entre l'identité nationale lituanienne et celle polonaise qui émerge au XXe siècle à la suite de l'apparition des frontières géopolitiques entre les États modernes de Lituanie et de Pologne, intervient également dans la création artistique. Et cette séparation empêche de comprendre les processus nationaux de l'époque. C'est seulement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle que les historiens de la culture et de l'art se rendent compte de cette complexité. Ils commencent à regarder le patrimoine ethnique de façon plus large. Une plus grande attention est consacrée aux artistes qui parlaient polonais, mais qui vivaient en Lituanie et y étaient étroitement liés. En raison des conditions historiques, les biographies de ces auteurs sont marquées par l'évolution de leur identité. Nous pouvons donc affirmer qu'ils avaient une double identité lituanienne et polonaise. Ces artistes aujourd'hui font partie du patrimoine artistique lituanien et partie intégrante du romantisme national des deux nations, lituanienne et polonaise. Un autre paradoxe du romantisme national est lié au concept du romantisme. On constate que dans les premières expositions, le grand récit national n'est pas construit par des œuvres d'expression romantique, mythologique, représentant des scènes folkloriques, mais plutôt par des œuvres de style réaliste qui représentent les nouveaux éléments de la vie et de la nation et de ses héros. Selon l'histoire de l'art occidental, le réalisme s'est formé au milieu du XIXe siècle comme réaction au romantisme et à son tour a cédé la place au symbolisme. Cependant, en Europe de l'Est, où les écoles d'art ont été fondées seulement à la fin du XIXe siècle et les artistes faisaient leurs études à l'étranger, le contexte politique et social était tout à fait particulier. Et cet enchaînement romantisme, réalisme, symbolisme ne peut pas s'appliquer car ces courants s'entremêlés, se manifestaient simultanément et la construction des concepts de l'histoire d'art est nécessaire. C'est un instrument évidemment indispensable, mais la juxtaposition traditionnelle du réalisme et du romantisme est une pratique assez problématique qui empêche de comprendre la réception de l'art des pays baltes aux époques précédentes. Merci beaucoup. Je vous invite donc à nous rejoindre lorsque je vous entends parler de Vilnius, ville artistique cosmopolite. J'ai l'impression que cette description pourrait tout aussi bien s'appliquer au Paris de la fin du XIXe siècle, Paris que l'on qualifiait alors de capitale des arts, mais où se croisaient, d'ailleurs, Smudzinavičius, que nous voyons là, a étudié à Paris, et où se croisaient les artistes du monde entier, avec évidemment à la fois des appartenances culturelles, des sources d'inspiration qui étaient extrêmement variées. Merci beaucoup pour cette communication qui pose évidemment beaucoup de questions. Et notamment cette question de la définition de la nationalité dans ce que l'on pourrait appeler, pour les artistes lituaniens, une forme de multiculturalisme. Est-ce qu'il y a dans la salle des